Podcast Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Ce qui a fait un petit peu bouger sur les 48 dernières heures, c'est qu'il y a eu 1,8 milliard de dollars qui ont été liquidés au niveau du BTC. Vous savez, vous avez beaucoup de personnes qui s'amusent à prendre des effets de levier sur le BTC, ce qui est une chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et encore plus quand vous êtes débutant, c'est vraiment une des pires erreurs que vous pouvez faire. Et aujourd'hui, il y avait un paquet de personnes qui pariaient à la hausse sur le BTC. Donc, de temps en temps, le marché vient liquider toutes ces positions. Parlons ETF, les amis. Sur les 3 derniers jours de cotation, les investisseurs en ETF Bitcoin ont vendu pour plus de 1,5 milliard de dollars de parts. Question qu'on peut se poser, très simple. Est-ce que ces ventes étaient purement émotionnelles? Difficile à dire, mais on a des données. Les données de Bloomberg montrent qu'en 2025, plus de 70% des flux des ETF provenaient encore des investisseurs particuliers. La part des institutions augmente, c'est vrai. Mais croire que les mouvements sur les ETF viennent uniquement de gros acteurs, est tout simplement faux. Maintenant, quoi qu'il en soit, même si beaucoup ont vendu ces derniers jours, la grande incertitude autour du dossier du Groenland, c'est pour l'instant dissipé. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, le marché estime à 70% la probabilité que les États-Unis prennent le contrôle. Tu fais pas de gain sans sortir de ton BTC. En fait, c'est ton pouvoir d'achat. Le référentiel, c'est votre pouvoir d'achat, c'est pas de la monnaie fiat. Donc si aujourd'hui tu as, on va dire, je sais pas, un BTC. Ton BTC te permet d'acheter une baguette de pain. Demain, il te permet d'acheter une voiture. Tu as fait des gains. Tu as fait des gains au pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pas le plus important en fait de faire des gains au pouvoir d'achat? C'est ça le moteur même de ton objectif de développer ton patrimoine, c'est de gagner en pouvoir d'achat. C'est pas de gagner en fiat. Les fiat, elles finissent tout à zéro. La réalité, c'est que ces gens-là vont devoir payer leur impôt. Beaucoup de ces gens-là, pour des raisons idéologiques, ont quasiment que de la crypto, extrêmement peu d'euros. Et souhaitent la garder sur du long terme, en fait. Bien sûr. Et se disent, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, encore une fois, logique Éric Larchevêque, c'est de dire que ça va valoir 1 million d'euros dans quelques dizaines d'années, et j'ai pas envie de le vendre. Et en fait, ils vont devoir vendre, payer 30% de flat tax, pour repayer derrière. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. C'est un délire. Sans compter, si on veut vraiment rentrer dans la précision, qu'il y a une autre problématique aussi, c'est que dans cet impôt, il est prévu de se baser sur la valeur au 31 décembre de l'année précédente. Okay. Mais explique-moi, si ton Bitcoin valait, et là, il y a quand même eu un mouvement quand même assez baissier là, à l'heure où on parle, c'est pas stratosphérique, mais enfin, on parle de 120 000 dollars pour un Bitcoin, on est à 90, donc c'est quand même une baisse qui est assez significative. Imaginons, au 31 décembre, on est à, je sais pas moi, 150, parce que ça remonte très fortement. Et au mois de mai prochain, je le souhaite pas, on est à 60. Tu vas payer sur les 150, alors que ça vaut 60 maintenant. Ouais, c'est absurde. Tu dois provisionner en gros au 1er janvier pour payer tes impôts. Qui Ton wallet, on va dire, c'est les transactions après que tu feras, du coup personne pourra aller checker le solde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à avoir des wallets qui sont quand même en partie publics. Parce qu'il y a beaucoup d'use case sur Ethereum où on a envie que ces fonds soient publics. Par exemple, dans la DeFi, on a envie que les fonds soient publics pour qu'on puisse faire du lending ou du swap. On a envie que ces INS soient publics. Donc, ce qu'on va essayer d'apporter, c'est une expérience hybride au wallet, où il y a donc une partie des fonds qui sont publics et une partie des fonds qui vont être privés. Donc, ce qui va se passer, en fait, pour faire tout simple, actuellement, tu peux avoir un Ether dans ton wallet. Cet Ether, il est public. Et ce qu'on va créer, c'est une expérience très simple dans le wallet, où juste avec un bouton qui est assez similaire au bouton transfert ou envoyer que vous avez actuellement dans vos wallets, vous allez pouvoir envoyer de manière privée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez envoyé vos fonds de manière privée, soit vous les envoyez à quelqu'un d'autre, donc un autre récipient, et donc là, vous avez plus de fonds, mais vous avez fait une transaction privée, soit vous les envoyez de manière privée à vous-même. Du coup, vous gardez ces fonds, la propriété de ces fonds, mais vous les transférez en fait sur un compte qui est privé. Pour faire simple, c'est comme si vous aviez 2 comptes, un compte privé, un compte public, mais qui vont être dans le même wallet. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de garder vos secrets à droite à gauche, d'avoir plusieurs wallets. Transparence et l'immuabilité sont les fondements même du système. Mais cette transparence pose un problème. Vous n'avez pas besoin de pirater le serveur pour obtenir les données. Vous n'avez pas besoin de vous introduire dans le système de quelqu'un d'autre.
Il vous suffit de télécharger une copie de la blockchain qui est accessible au public et vous disposez de l'historique complet de toutes les transactions depuis 2009. Adresse, montant, liens entre les portefeuilles. Tout est crypté, mais tout est enregistré. Maintenant, imaginez que vous disposiez d'un outil permettant de calculer une clé privée à partir d'une clé publique. C'est exactement ce que fait l'algorithme de Shor, et c'est exactement ce que redoutent les cryptographes. Vous récupérez la clé publique dans la blockchain, vous la passez dans un ordinateur quantique, vous obtenez la clé privée, vous signez la transaction, vous récupérez l'argent, sans piratage, sans mot de passe, sans trace. Mais il y a une nuance. Toutes les adresses Bitcoin ne sont pas aussi vulnérables les unes que les autres. Les portefeuilles modernes utilisent un format qui cache la clé publique jusqu'au moment de la dépense. Vous ne voyez que le hachage, c'est-à-dire l'empreinte mathématique de la clé. Et tant que vous ne dépensez pas d'argent à partir de cette adresse, personne ne connaît votre clé publique. C'est comme une boîte aux lettres avec une fente. Tout le monde peut y déposer une lettre. Mais pour ouvrir la boîte, il faut montrer la clé. Encore une fois, vu qu'on est dans un monde de dingue, les amis, je me retrouve souvent à lire 2 fois les articles pour comprendre que c'est pas moi le problème et que c'est vraiment juste le monde qui commence à partir en couille. Dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la Banque d'Angleterre qui prédit un potentiel crash financier à cause des aliens. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc vous voyez que là, vraiment, on brasse large niveau raison pour que les marchés baissent. Il y a tout le monde qui veut vraiment voir le marché baissier parce que... Voilà. Je commenterai pas davantage. Donc maintenant, vous allez me dire, Romain, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes investisseur horizon long terme, je vous parle de 3-4 ans d'horizon, vous embêtez pas avec toutes ces conneries et tous les bruits qui courent, parce que quand on part du principe qu'on est convaincu que les cryptos dans le monde de demain ont de l'avenir, et en particulier Bitcoin, on paye le prix actuel sans réfléchir forcément. Le rôle de la fondation, les hackathons, qu'est-ce qui fait que justement Solana a attiré les développeurs du monde entier pour essayer de développer cette start-up du Web3 un peu? Alors en France, clairement, on a eu Super Team qui a fait un boulot formidable, qui a fait un énorme boulot de préparation des hackathons. Alors il faut savoir que Solana organise des hackathons. C'est pas forcément technique jusqu'à la moelle. Il faut aussi avoir... C'est quoi un hackathon, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le hackathon, en fait, c'est un espèce de concours de développement de produits ou d'idées qu'il faut mettre en forme pendant un temps. Il y a un laps de temps qui est donné. Alors il y a des hackathons qui peuvent durer 2 jours en physique avec des équipes qui dorment sur place, etc. Mais il y a aussi des hackathons qui durent 1 mois où les équipes ont le temps de travailler sur un produit, de même trouver, vous pouvez être entrepreneur avec une idée, participer à un hackathon et essayer de trouver d'autres personnes qui vont rejoindre votre équipe pour le hackathon et commencer à build. Le but vraiment du hackathon, c'est de savoir comment construire un produit en équipe sur un court temps donné et c'est vraiment ce qui vous permet de faire de la praticité sur de l'entrepreneuriat typiquement pour construire rapidement un produit. Et du coup, Solana en organise 2 fois par an. On va parler maintenant de 21Shares qui a lancé son Doge ETF sous le ticker TDOG. Un ETF spot, donc Dogecoin physique adossé et soutenu par la Doge Foundation qui a été lancé sur le Nasdaq. Il s'agit du premier ETF spot Dogecoin aux États-Unis à obtenir une approbation formelle de la SEC, contrairement aux produits antérieurs de Grayscale et Bitwise lancés en novembre 2025, via un processus automatisé sans endorsement explicite. Le but de 21Shares, au final, avec cet ETF, c'est clairement viser les investisseurs jeunes et aisés via les courtiers traditionnels. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de la Doge Foundation via House of Doge pour positionner le Dogecoin comme rail de paiement global. Avec une capitalisation boursière de 21 milliards de dollars et une forte communauté en ligne, il pourrait accroître l'adoption institutionnelle et retail du même coin, facilitant l'accès via les comptes de courtage classiques et renforçant le pont entre finances traditionnelles et crypto. Président de la CFTC, Michael Selig, qui lance l'initiative Future Proof pour adapter la régulation au marché des actifs numériques dans l'objectif de moderniser les règles, apporter de la clarté juridique, accompagner l'innovation crypto aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi un très joli signal. Et donc là, pour les Américains, vous connaissez la grande chaîne Steak and Shake. Donc là, à partir du mois de mars, du 1er mars, donc la chaîne alimentaire fast-food entre guillemets, c'est pas, si c'est fast-food un peu, mais quand même un peu mieux qu'un McDo quand même. Donc Steak and Shake offrira un bonus en Bitcoin à ses employés par tranche horaire. On a le New York Stock Exchange, la plus grande bourse au monde, qui a annoncé
lancer prochainement une bourse tokenisée 24 heures sur 24, probablement sur la blockchain d'Ethereum ou potentiellement, ça va être leur propre blockchain. Okay? Je ne serais pas surpris que le New York Stock Exchange vont bâtir leur propre blockchain pour ceci, qui va être en dollars et en stablecoin. Okay? On en a parlé dernièrement, comme quoi les stablecoins vont prendre de plus en plus de place dans l'univers, dans le monde économique mondial. Okay? Pourquoi? Simplement parce que c'est beaucoup plus facile. Et deuxièmement, parce que ça donne une raison au gouvernement de vendre plus de dettes et de permettre aux gens d'acheter indirectement de la dette américaine. Niveau crypto, important, on va avoir ici cette page qui a été récupérée de la vision de BlackRock où on voit que 65% des assets tokenisés sont sur Ethereum et montrent la force justement d'Ethereum par rapport à la dominance que pourrait avoir BlackRock. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans la prise de parole du CEO de BlackRock à Davos, il explique qu'il aimerait bien que la tokenisation se fasse sur une chaîne publique ici. Et donc, on voit quand même qu'il y a une forme de corrélation dans l'utilisation potentiellement d'Ethereum. Est-ce que ça veut dire qu'Ethereum va éclater? Bah, pas forcément. On est dans deux visions totalement différentes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut se poser concrètement la question de l'impact des institutionnels sur BTC, sur les cryptos en général, avec principalement l'arrivée de la nouvelle loi qui devrait être transformée suite tout simplement au rejet qui a été fait et à l'arrêt de la négociation de certains acteurs crypto, donc elle est en train d'être travaillée. Bref, CZ a révélé être en discussion avec une douzaine de gouvernements sur la tokenisation de leurs actifs du monde réel, donc des actifs de type RWA, incluant infrastructures, immobilier et matières premières. Il a cité explicitement le Pakistan, la Malaisie et le Kirghizistan comme pays impliqués avec l'objectif de permettre au gouvernement de lever des fonds en vendant des fractions numériques et l'actif public. Cette approche vise donc à générer des gains financiers immédiats pour développer ce secteur via des transactions blockchain plus rapides et moins coûteuses. Elle marque une interrogation profonde sur la technologie blockchain et dans les économies souveraines, au-delà de la spéculation crypto, et pourrait surtout accélérer la convergence avec l'intelligence artificielle pour des actifs programmables, renforçant le rôle de l'infrastructure, ou plutôt des infrastructures comme Binance, dans la finance publique mondiale. Binance, les gars, de toute façon, c'est les banques de demain. Hier, le discours de Donald Trump au Forum économique de Davos a secoué les marchés. Bitcoin a plongé, l'or s'est envolé, le Nasdaq a connu une journée particulièrement rouge, et le S&P 500 a chuté de 2,06% en clôture, sa pire journée depuis octobre 2025. Et puis dans la soirée, les marchés se sont redressés. Et oui, alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Trump est arrivé en retard. Il prenait un café. Il a fait patienter toute l'assemblée du Forum de Davos pendant que monsieur prenait son café. Clairement, il a lancé un message. Il impose d'entrer son autorité avant même de monter sur l'estrade. Ensuite, il enchaîne. L'Amérique est grande, l'Amérique est puissante. Je suis puissant, nous avons maîtrisé le chômage. Et en gros, il a dressé un bilan majestueux de sa présidence, affirmant que l'inflation aux États-Unis a été vaincue. Trump explique avoir travaillé avec le secrétaire général de l'OTAN pour poser les bases d'un futur accord sur le Groenland. Le résultat, il renonce à imposer dès le 1er février des droits de douane de 10% aux pays de l'Union européenne. L'accord prévoit que les États-Unis obtiennent de petites portions du territoire du Groenland et une participation dans l'exploitation des ressources naturelles. La durée de l'accord, forever, pas de durée définie. L'objectif, c'est de limiter l'influence russe dans la région et d'intégrer le système de défense anti-missile américain, le Golden Dome. En revanche, il y a toujours l'éléphant dans le corridor dont je vous reparlerai probablement demain, qui est le krach obligataire au Japon et qui signifie que le Japon n'est plus en mesure de souscrire aux émissions du Trésor américain. Et quand on s'endette à raison de plus de 2000 milliards de dollars par an, si votre premier créancier fait défaut, ça ne tarde pas également à être votre cas. Et donc, si nous avons une quasi-incapacité des États-Unis à se refinancer avec l'épargne mondiale et qu'il lui faut imprimer encore plus d'argent, vous avez compris que ça dévaluera le dollar et c'est ça qui va expliquer que l'or pourrait aller à plus de 6000 $ l'once et l'argent atteindre les 150.
Bon, eh ben on attend la BOJ quand même. La Banque centrale se réunit dès aujourd'hui et on prévoit un gel des taux jusqu'à mi-2026, normalement. En gros, on a d'autres sushis à fouetter ce matin que de s'occuper des rendements obligataires qui, pour l'instant, font semblant de se calmer. Autrement, la Chine ne fait rien pour le moment, l'ambiance est pourrie là-bas et les investisseurs chinois ont à peu près l'enthousiasme d'un habitant du Groenland qui est en train de réaliser qu'il va devoir apprendre le baseball, le foot américain et chanter l'hymne américain tous les matins au petit déjeuner. On finit donc sur l'image du jour, c'est Christine Lagarde qui claque la porte de Davos en plein milieu du discours de Howard Lutnick quand le secrétaire du commerce américain vient t'expliquer chez toi en Europe que t'es une relique inefficace, eh bien ça fout un peu les jetons, faut pas dire les boules. Lutnick s'est fait siffler, huer et même Al Gore n'était pas content. Lagarde appelle donc à un nouvel ordre mondial et à un pivot stratégique de l'Europe. Trump a soulagé les bourses mondiales, mais ses amis politiques ils lui ont pas encore pardonné. En résumé, pour l'instant, on a un marché toxico-dépendant des caprices du président américain, mais une réalité géopolitique qui est en train de craquer dans tous les coins. C'est épuisant, c'est absurde, mais c'est comme ça en ce moment. Par ailleurs, la crise de la dette américaine est toujours en train de s'aggraver. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les États-Unis ont 10 000 milliards de dollars de dette qui arrivent à échéance cette année ou au cours des 12 prochains mois. Donc, ils vont devoir refinancer cette dette, bien entendu, à un taux qui va être plus élevé. Et ça, forcément, ça n'arrange personne, surtout avec des sommes aussi colossales. La dernière fois qu'on a vu une dette aussi importante arriver à échéance, c'était en 2020. Et ils l'ont refinancé avec un taux d'intérêt de 0%. Auparavant, en 2019, ils avaient déjà refinancé cette dette colossale à 0%. Donc, vous voyez un petit peu comment ils s'en sortent à chaque fois. Ce qui se passe, c'est que à chaque échéance, ils repoussent un petit peu, ils repoussent les problèmes en imprimant de la monnaie et en la refinançant à 0%. Et forcément, ça les arrange, mais ça a d'autres conséquences. Donc, la sensibilité au taux, forcément, elle est importante. Donc, en fait, ça c'est une mauvaise nouvelle, hein, c'est une mauvaise nouvelle au niveau de l'économie américaine. Et d'ailleurs ça s'est répercuté aussi. Hein. Bon alors il y a eu le discours de Trump par-dessus qu'on a rajouté une couche, mais ça c'est un indicateur sympa. Donc ils le mettent en orange hein, sur Forex Factory. Mais moi c'est un indicateur que je suis beaucoup parce que c'est un bon indicateur de la santé économique hein, des États-Unis. Les grosses annonces, ça va être clairement demain. Hein. Là, demain, on va avoir des annonces importantes. Alors bon, l'unemployment claim, enfin les demandeurs d'emploi, ok, ça c'est intéressant, mais c'est surtout qu'on va avoir le PIB. Hein. On va avoir le PIB, l'estimation finale. Donc là, c'est quarter par quarter. Hein. Donc c'est pas encore l'estimation annuelle. Et aussi, on va avoir les PCE. Hein. Les PCE qui sont là, par contre, l'inflation. D'accord. Donc ça va être demain, attention, à partir de 14h30, beaucoup de volatilité à attendre sur les marchés. Ça va être compliqué à gérer parce qu'on a beaucoup d'annonces différentes qui peuvent bouger dans des sens différents, d'accord ? Donc on risque à 14h30 et aussi à 16h d'avoir des mouvements, hein, ça va partir un peu dans tous les sens, ça va partir vers le haut, ça va partir vers le bas, dans tous les actifs, hein, donc crypto, marché trading, tout ça c'est pareil. On a eu un réveil du VIX qui est assez intéressant. Mais finalement, un échec immédiat parce qu'on est juste venu refaire le rebalancing des zones précédentes. Hein, donc on est venu combler les fair value gap. Donc si jamais ça rejette, la volatilité va continuer de se diminuer de probabilité. Avec une volatilité faible. Soit le marché continue de monter doucement, soit il continue de ranger, ne rien faire et on s'ennuie comme ça encore pendant plusieurs semaines. Le temps qu'il y ait une résolution, le marché, je pense qu'il attend un gros catalyseur. Je pense qu'on attend un dénouement de la situation entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que Trump va mettre des tarifs encore plus agressifs et va foutre le bordel? Si oui, il y aura une résolution baissière. Si finalement ça s'arrange, ça peut être pas mal. Je me souviens d'une citation hier de Trump qui disait, un journaliste lui a demandé jusqu'où vous êtes prêt à aller pour obtenir le Groenland et Trump a dit vous allez voir. Donc je pense qu'il y a zéro limite. C'est toujours pareil, ça fait 4 ou 5 cycles ou 3 cycles que c'est toujours fini et chaque fois ça reprend, ok ? Sauf que là, t'es un guignol quand tu parles d'achat, et là, t'es un guignol quand tu parles de vente. C'est toujours pareil. Malheureusement, c'est souvent que c'est des bons indicateurs. Bon, bref, monthly, prudence, pour moi, je suis toujours dans une optique de rebond, hein, à part confirmation. Weekly, ouais, donc, alors, attendez, je restructure ma pensée. Monthly, on est bien d'accord. Difficile de vendre parce que malheureusement, on est sur un support, ok. Franchement, hein, le sentiment est très 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 négatif. C'est presque écrit dans le marbre que le bear market nous attend et que donc, si le bear market nous attend, il y a beaucoup de gens qui sont certainement prêts à dégainer du DCA Bitcoin plus bas.
c'est dit, après on verra bien, ok, on verra bien ce que va nous faire le marché. Dans tous les cas, vous devez être dans une posture où maintenant vous attendez des confirmations pour normalement décider quelque chose. Ok. Est-ce que vraiment une chute supplémentaire, c'est ça la question moi que je me pose, hein, je la pose ouvertement, hein. Est-ce que clairement une chute supplémentaire fera abandonner ceux qui n'ont pas déjà abandonné? En gros, si t'as pas abandonné aujourd'hui parce que t'es blindé d'altcoin, est-ce que la chute supplémentaire te fera abandonner? Il y a beaucoup de gens qui ont shorté récemment, donc le marché pourrait être un petit peu taquin et essayer d'aller liquider ces gens-là. Bon, théoriquement, si on veut maintenir la structure actuelle, on revient pas au-dessus de ce sommet. Si on vient breaker ce sommet, c'est qu'il y a une vraie inversion ici. Et là, en fait, on pourrait carrément se dire bottom is in et reprise haussière, peut-être même direction ATH. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que là, si le marché réintègre et qu'il échoue à instaurer une dynamique baissière et qu'il me forme un breaker bullish, là, pour moi, ça change complètement la donne. Mais tant qu'il n'y a pas de breaker ici, pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est un rebond et une continuation baissière, malheureusement, parce que il y a une réintégration de range ici, et un rejet dans des niveaux clés comme Fair Value Gap Daily, Fair Value Gap hebdomadaire. Et quand on voit le prix comme ça, surtout sur le CME, juste là, moi, ça m'invite à penser que tant que le prix ne vient pas répéter ce sommet, le rejet de ce Fair Value Gap hebdo a beaucoup plus de probabilité de nous ramener vers ses plus bas. Tant qu'on vient pas casser ce sommet, bien évidemment. Donc ça, c'est l'invalidation de cette hypothèse. Il y a toujours une invalidation vis-à-vis du prix. Donc ce que j'observerai aujourd'hui, c'est le Fair Value Gap Daily. Si on pète le Fair Value Gap Daily, il y en a plein, en grosso modo. Il y a, toute cette zone, c'est du Fair Value Gap, donc on peut s'amuser à venir rebondir, reprice et tout ça. On peut noter même la zone de rechargement de short éventuellement, 93 900, 95 600, ça correspond à ces zones de Fair Value Gap. Si il y a un rebond assez fort, c'est dans cette zone carrément qu'on pourrait venir. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.